cristallographie en un quart d'heure. Je suis absolument pas cristallographe, mais il y a 36 façons de raconter la cristallographie, mais je vais vous la raconter en vue du film. Et ça ne sera pas en vue de faire des matrices, de choses comme ça, ça sera vraiment en vue de présenter le film. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cristal? C'est quand vous avez des atomes, des ions, des molécules qui sont arrangés dans l'ordre. Voilà un cristal, le militaire. Qu'est-ce que c'est quand c'est pas cristallisé? Ça peut être un liquide, un gaz, une solution, du verre ou quelque chose comme ça. C'est quand vous avez des mêmes gens, hein, c'est les mêmes, enfin c'est pas les mêmes, enfin c'est la même espèce, mais qui sont arrangés dans le désordre. Voici un cristal, voici par exemple un liquide, une solution, un verre. Voilà une autre image, voici un cristal, j'ai fait ça donc dimanche dernier sur ma table de cuisine, un paquet de sucre, et à côté le même nombre de sucres, hein, mais totalement dans le désordre. Ça c'est l'analogie d'un solide cristallisé, et ça c'est l'analogie d'un solide non cristallisé, qu'on appelle un verre, ou bien d'un liquide et tout ça. Alors à basse température et ou à haute pression, le cristal est beaucoup plus stable que le désordre, et occupe un volume plus faible. Et donc, à basse température et ou haute pression, c'est la forme d'équilibre vers laquelle tend la matière si elle a la possibilité de se réorganiser. Alors, un cristal, c'est la matière qui est arrangée. C'est une histoire d'arrangement d'atomes ou de molécules. Alors, par exemple, un exemple d'arrangement possible, c'est le cristal de graphite, donc la mine de crayon. Vous avez des atomes de carbone, c'est tous les mêmes, qui sont disposés à peu près de cette façon. Vous voyez qu'il y a une espèce de maille hexagonale et qui se poursuit par là. Voici un type de cristal. Alors un autre type de cristal, je ne vais pas vous les montrer tous, rassurez-vous, c'est le cristal de NaCl, le sel de cuisine. Vous voyez qu'il y a un autre arrangement, que vous auriez plus de mal à faire des hexagones là-dedans. Par la pensée, c'est beaucoup plus facile de faire des cubes. Alors un troisième et dernier exemple de cristal, alors là, si vous arrivez à faire des structures, c'est que vous êtes très fort, mais si j'ai pris ce cristal, c'est parce que c'est un cristal de gypse, et que les cristaux de monsieur, justement, c'est du gypse, qui est un sulfate de calcium bihydraté, et vous avez une maille compliquée, là simplement vue par-dessus, ça fait des espèces de losanges, et en 3 dimensions, j'ai renoncé à dessiner, et d'ailleurs je ne suis pas tout à fait sûr que la qualité de cette image que j'ai piquée sur le web. Donc ici vous avez un cristal avec la molécule de gypse, c'est 12 atomes qui forment un empilement de mailles très complexes. Alors géométriquement, toutes ces atomes, ions ou molécules qui peuvent s'arranger, pour faire un cristal, il faut qu'ils s'arrangent de façon jointive, et que macroscopiquement, l'échantillon macroscopique que ça fera respecte la symétrie intime de l'arrangement des atomes, des ions ou des molécules, et que ça s'arrange sans faire de vide. La nature ayant horreur du vide, on sait ça très bien. Enfin, jusqu'à la Renaissance, on en était même persuadé. Et les gens qui font de la géométrie ou des choses comme ça, ont pu démontrer, donc dès le début du 19e siècle, voire la fin du 18e, qu'il n'y avait que 7 façons d'empiler des mailles qui avaient une certaine symétrie pour que ça occupe complètement la direction de l'espace sans laisser de trous. C'est un peu de la mathématique, il faudra demander à des mathématiciens de vous expliquer. Et c'est 7 façons, encore le chiffre 7, hein, comme les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, c'est vraiment un chiffre sacré, 7. C'est le système cubique. Ronald Reagan, j'ai oublié Ronald Reagan, tout ça. Donc c'est le système cubique, bon vous savez ce que c'est qu'un cube, quadratique, hexagonal, trigonique, qu'on appelle également rhomboédrique, orthorhombique, monoclinique. J'ai mis un astérix parce que c'est la maille cristalline du gypse que vous verrez dans la grotte, et triclinique. Donc il y a 7 systèmes cristallins, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 7 formes de cristal. Il y en a évidemment beaucoup plus. Si je prends le plus simple des systèmes cristallins, le système cubique, simplement en m'inspirant des cristaux que j'avais dans ma vitrine pour faire des photos dimanche dernier, il y a des cubes. Vous voyez que si vous enlevez des petits coins, là, vous faites ce qu'on appelle le cubo-octaèdre, vous pouvez faire l'octaèdre, vous pouvez faire le dodécaèdre. Et tout ça, c'est des cristaux qui sont du système cubique et qui existent par le même minéral qu'on appelle la pyrite, FeS2. Alors il y a 2 sortes de FeS2 dans la nature, un que tous les amateurs de pseudométéorites connaissent, c'est la marcassite, mais ça fait absolument pas des cubes. Et puis la pyrite, c'est la même formule, mais ça fait des cubes. Alors, en vrai, voici des cubes de pyrite, l'échelle est toujours donnée par mes doigts dimanche dernier, donc des cubes de pyrite, vous voyez, ça fait des cubes.
Ça peut faire des cubo-octaèdres, c'est des cubes, mais il en manque des petits bouts. Ça peut faire des octaèdres. Ça peut faire des dodécaèdres. C'était les seules formes de cristal que j'avais dans mes vitrines. Mais ça peut faire beaucoup d'autres. On peut revenir à des formes, un cube, cubo-octaèdre, octaèdre, dodécaèdre, avec le même système cristallin et la même substance. Si je dis ça, c'est parce que dans la grotte, on verra plusieurs formes de cristaux de gypse qui sont la même substance, et pourtant les cristaux n'auront pas forcément la même forme. Alors comment fait-on des cristaux dans la nature? Il y a 3 solutions très fréquentes, une auquel tout le monde pense, et puis d'autres auxquelles les gens pensent moins, et une troisième auquel les gens pensent encore moins et qui n'a aucune raison d'être aujourd'hui, donc j'en parlerai pas, je vais en parler que de 2. La première solution à laquelle tout le monde pense, c'est on prend un liquide, qu'on le refroidit, donc il gèle. Par exemple, quand vous coulez de la fonte, ça fait des cristaux d'acier, de carbure de fer si c'est de la fonte, comme ça. Alors tout le monde pense à une coulée de lave, c'est une coulée de lave, donc c'est un bain de silicate fondu. Cette coulée de lave peut parfaitement au hasard envahir une gendarmerie, c'est à La Réunion. Et si vous ramassez un morceau de cette ancienne coulée de lave et que vous regardez le caillou, ramassez vraiment là, à la gendarmerie de Piton-Sainte-Rose, dans la trame du basalte noirâtre, vous voyez des cristaux verts, couleur vert olive, alors les géologues appellent ça l'olivine, dont vous avez ici la formule Mg magnésium 1,8, Fe02, SiO4. Donc première solution à faire des cristaux, on refroidit un liquide. Alors c'est évidemment le cas pour la glace. Voici la Saône à Lyon, donc je suis lyonnais depuis quelques temps, la Saône à Lyon le février 2012, et elle était gelée, c'était très joli, et sur les flaques d'eau comme ça, vous voyez des grands cristaux de glace, comme ça. Donc là c'était des espèces de grandes baguettes bien droites. Les mêmes cristaux de glace peuvent faire des baguettes un peu plus tordues, un peu plus sinueuses. C'est des photos que vous pouvez faire quand vous vous promenez l'hiver. Vous voyez des flaques d'eau boueuse congelées. Vous avez les cristaux de glace qui ont cru dans la glaise, alors que ceux d'ici ont cru, non pas ceux-là, ont cru dans l'eau libre. Ils n'ont pas la même forme, parce qu'ils montrent que l'environnement dans lequel ça cristallise, de l'argile, de la bouillasse ou de l'eau pure, change la forme des cristaux. Ça peut faire également des cristaux, là c'est sur le toit d'une voiture, vous avez déjà vu ça, hein, l'hiver, c'est très joli. Encore une autre forme de cristaux. Là c'est un fil de fer barbelé recouvert de jolis petits cristaux de glace en petites baguettes. Et toujours en restant dans la glace, évidemment, tout le monde reconnaît les flocons de neige. Donc là encore, pour montrer que le passage d'un liquide ou d'une vapeur, dans le cas de la neige, à un solide, ça fait des cristaux, et même si c'est la même matière, H2O en l'occurrence, la morphologie peut être tout à fait différente. Alors la deuxième solution, 2 des 3, pour faire des cristaux, c'est de partir d'une solution. Alors sur Terre, c'est souvent une solution aqueuse, mais ça pourrait être une solution de gaz carbonique supercritique, une solution de tout ce que vous voulez. Et dans cette solution, donc vous avez par exemple un fluide de l'eau avec des choses dissoutes dedans. Si vous faites varier les conditions, eh bien les choses dissoutes dedans peuvent précipiter. Et si c'est dans des bonnes conditions, ça peut faire des beaux cristaux. Alors les conditions, comme tout le monde pense, c'est l'évaporation. Si vous évaporez, vous augmentez la concentration, donc vous faites précipiter, c'est le sel dans les marais salants. Vous pouvez faire varier la température, c'est les photos que je vais vous montrer dans les minutes qui viennent. Ça peut être varier la teneur en oxygène, je l'ai marqué parce que c'est ce qui se passe dans la grotte du Mexique. Donc on fait changer les conditions et des choses qui étaient dissoutes dans l'eau s'arrêtent d'être solubles et ça précipite. Alors, l'exemple que tout le monde connaît, bien que non naturel, c'est le sucre candi. Voici des cristaux de sucre candi comme ça. Voici des cristaux de sucre candi sur une baguette. Alors, comment est-ce qu'on fait du sucre candi? Prenez une casserole, mettez de l'eau, faites bouillir l'eau et vous saturez votre eau de sucre. Vous en mettez jusqu'à ce qu'elle refuse d'en dissoudre. Et on en met beaucoup. Hein. Si vous mettez 2 litres d'eau, ça sera plus de 3-4 kilos de sucre que vous mettrez là-dedans. Puis, vous arrêtez de chauffer et vous mettez éventuellement un bâton dedans et puis vous attendez. Alors, si vous attendez, au bout de 3-4 heures, votre machin sera refroidi. En général, il ne se passe rien. Mais si vous attendez plusieurs jours, parce que les réactions chimiques ou physiques ont souvent du retard, eh bien, il y a des cristaux de sucre qui vont pousser sur le fond de la casserole ou sur la baguette. Et la baguette, vous avez vu une baguette, cristaux de sucre, comme ça. Si vous mettez un petit peu de colorant, ça peut même faire du sucre rose. Et ça fait des cristaux de sucre candi qu'on achète dans les boutiques. Alors, un sucre candi tout à fait géologique,
C'est tout ce qu'on trouve dans les filons au sens large. Alors là, c'est dans le Languedoc, vous avez une front d'une carrière qui est exploitée pour empirer les routes, et vous voyez une espèce de truc blanc ici. Alors on va s'approcher. On s'approche encore. Et au milieu de ce truc blanc, là, vous avez ma main qui donne l'échelle, au milieu de ce truc blanc, vous avez un trou. Et si vous regardez de près le trou, vous voyez des cristaux, en lamelles en l'occurrence ici, qui sont des cristaux de barytine, un sulfate de barium. Alors c'est pas du gypse, mais c'est pas très loin, c'est de la barytine, et qui tapissent ce trou. Je répète que ce trou était au milieu de ça, qui était lui-même dans un filon. Alors comment ceci s'est fait? Ben, il y a eu une fracture. Puis à un moment, pour une raison X ou Y, il y a de l'eau qui est remontée, de l'eau chaude venue d'en profondeur, qui était peut-être à 200, 300, 400 degrés, qui contenait plein de choses dissoutes, en particulier du sulfate de barium. Et comme en remontant, elle se refroidissait, et que le sulfate de barium est quasi insoluble dans l'eau froide, alors qu'il est un petit peu soluble dans l'eau chaude, en remontant, ça se refroidit, la solubilité baisse, et vous déposez des cristaux sur les parois de la fissure, et puis ça peut complètement se colmater. Si ça ne se colmate pas partout, il restera un petit trou. On appelle ça une géode. Alors, autre façon de faire du géode, qui ressemble plus à la grotte de Naïka, vous avez une roche perméable avec des cavités. Si dans cette roche perméable avec des cavités, il y a des remontées d'eau chaude riches, je parle encore de température là, riches en composés dissous, si cette eau se refroidit, au Mexique, c'est pas qu'elle se refroidit, mais c'est que son degré d'oxydation va changer. Ce qui était dissous va peut-être être moins soluble, et les trous vont être bouchés, totalement ou partiellement, par des cristaux qui vont pousser sur les parois. Et là, c'est une autre façon de faire des géodes. Alors les géodes, tout le monde connaît. Voici une géode d'améthyste, qui fait une trentaine de centimètres. Ça s'est fait comme ça. Un truc, ça, les cristaux de quartz, l'améthyste c'est du quartz coloré par des impuretés, ça n'a pas cristallisé dans du feu, du magma, mais ça a cristallisé dans de l'eau. Et beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils voient des cristaux, ils pensent eau. Ils pensent magma. Non, c'est dans de l'eau. Alors en général, les cristaux sont petits, mais ils peuvent être grands. Alors voici un cristal de quartz, c'est ma grand-mère qui donne l'échelle, vous voyez ? Hein? Alors, au Mexique, ils vont peut-être les préserver, leurs cristaux, mais en France, on est un pays de merde, ce cristal n'existe plus. Le propriétaire, ça l'emmerdait d'avoir ça dans sa carrière, il l'a enlevé. En France, on dévie les autoroutes pour protéger une mare à crapauds, mais casser un cristal grand comme ça, tout le monde s'en fout. La protection de la nature est un peu trop orientée biologie, à mon avis. C'est bien de protéger la vie, il faut surtout continuer, et même augmenter, mais il faut élargir le domaine au champ de la géologie. C'est scandaleux qu'un cristal comme ça ait été détruit. Ma grand-mère est morte aussi, comme le cristal. Alors, j'ai fini. Je vais laisser la parole à Giovanni Badino, qui va vous parler de cette grotte, où vous voyez que ma grand-mère est quand même battue à plat de couture, parce que les cristaux sont plus beaux et plus grands. Et voici donc des gens qui donnent l'échelle. Alors je ne sais pas si c'est des gens différents ou si c'est la même personne qui s'est déplacée avec des coups de flash différents. Ça, il pourra nous le dire. Et vous voyez qu'ici, il y a deux types de cristaux, des grands cristaux en grandes baguettes et grandes aiguilles, et puis des cristaux qui font des pointes, comme ça. Alors que c'est les mêmes cristaux, on retrouve cette morphologie variée pour la même substance, et surtout, ce qui est extraordinaire ici, c'est la taille. Voilà, j'ai fini, je vais m'asseoir tranquillement. S'il y a des questions, je pense que ce sera après. Voilà, je vous remercie. Il y a un siècle et demi, Jules Verne avait imaginé et décrit dans son voyage au centre de la Terre une grotte fabuleuse, emplie de cristaux géants translucides. Jamais une telle grotte n'avait été vue sur aucun continent. Ceci est l'histoire de la découverte extraordinaire d'une grotte bien réelle, plus brillante encore que celle rêvée par Jules Verne. Et c'est aussi l'histoire d'une course contre le temps, car sitôt découverte, elle est menacée de disparaître pour toujours.
Au nord du Mexique, dans le désert de Chihuahua, se trouve une montagne aride et inhospitalière, la Sierra de Naica, un lieu excentrique de la planète. Sous cette montagne massive, des hommes sont descendus à plus de 800 mètres de profondeur dans les entrailles de la Terre. Ici se trouve une mine de plomb, de zinc et d'argent, une des plus riches de la planète. Les hommes travaillent dans une atmosphère suffocante due à la chaleur et à l'humidité. Une eau à 58 degrés suinte et jaillit de partout. C'est en perçant une nouvelle galerie que deux mineurs, les frères Delgado, découvrent par hasard en l'an 2000, à 290 mètres sous terre, la grotte fabuleuse. Cuando entramos ahí nosotros a ver ahí luego lo que primero que vimos una barra así parada, así, una barra como hielo. de hielo así parada, Bonita. pero al momento de echarle yo la luz Se expande para todos se lados. expandió para todos lados la luz. Qué chulada. Piensa uno que anda en otro planeta, como quien dice. Pero veo que estaba muy caliente, ¿verdad, Fran? Y no se aguanta mucho para estar ahí. Jusque-là, les plus grands cristaux connus avaient tout au plus la taille d'un homme. Personne n'aurait pu imaginer qu'ils pouvaient atteindre, comme ici à Naica, 13 mètres de longueur, la taille d'un immeuble de 3 étages. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter exactement une grotte magnifique. On dirait que c'est une grotte de la Terre, mais il a plus raison, le gars, Monsieur Delgado, que ce n'est pas une grotte de la Terre, c'est une grotte d'une autre planète, que c'est notre même planète, mais en bas, une grotte formée par en bas. Donc, on va donner un coup d'œil sur la grotte, sur les problèmes qu'elle a posés les recherches dans les grottes, et aussi pour terminer sur les problèmes qu'on a maintenant à sauver, disons, la grotte, au moins la mémoire de la grotte. Et ici, c'est la Sierra Naica, et nous sommes près de la frontière avec les États-Unis. Il y a une mine de plomb et zinc et surtout d'argent qui s'est active depuis le 19e siècle. C'est une région très aride. Ceci, c'est Naica, c'est un village de mines, seulement de mines. La Sierra est à peu près 1700 mètres d'altitude et l'entrée de la mine se trouve juste en haut du village. Dans les profondités de la montagne, à peu près à 2000 mètres de profondité, il y a un batholite, c'est-à-dire de roches très chaudes, de la lave, qui a chauffé toute la montagne. Il a formé une montée d'eau qui a minéralisé et chauffé toute la montagne. Surtout, pour le moment, c'est un problème de minéralisation très riche. C'est la deuxième mine d'argent plus riche du monde. Et ceci, c'est un des problèmes plus grands qu'on a. Ceci, c'est la descente dans la mine. La cultivation descend jusqu'à moins 800 maintenant. En suivant la minéralisation. C'est très riche, ça donne à peu près 170 tonnes d'argent et 100 000 de tonnes de plomb et de zinc par an. Et le problème, c'est que dans l'eau, la plupart est dans l'eau. Actuellement, il y a un pompage à partir de moins 800 mètres. On pompe 1500 kilos par seconde d'eau
bouillant, disons, à 50 degrés. Et donc il a un coût d'énergie énorme. Le niveau 590, là la température c'est 50 degrés, et le niveau où on fait les plus profondes recherches des grottes. Les grottes ont été découvertes, ça fait longtemps. En réalité, au moins dans 1910, a été découverte cette grotte qui était juste au-dessus de la nappe d'eau, c'est-à-dire à moins au niveau 120, juste au niveau de l'eau. A été publié dans le 1912. Il y a encore quelques cristals, étaient les plus grands cristaux du monde. Maintenant, ils sont un peu dans tous les musées, des musées naturalistiques du monde. La plupart ont été vendus. La première publication, c'est en français en réalité dans La Nature, dans le 1912. Magnifique, mais maintenant la grotte est encore étonnante, mais complètement utilisée comme mine de cristaux. Il y a 20 ans, 25 ans, le pompage de la nappe phréatique a baissé le niveau des eaux en bas du niveau actuel des grottes principales, que c'est le niveau 290. Donc les grottes l'eau est complètement sortie de l'eau, des grottes, mais personne ne les connaissait pas. Dans l'avril 2000, pendant le forage d'un tunnel, on a vu qui faisait le forage, un tunnel de ventilation, et on a rencontré avant une région de cristaux. Avant, lui, il parlait de cristaux qui remplissent les cassures. Bien, ils ont commencé à rencontrer, ils creusaient dans le cristaux. Après, ils sont rentrés dans une grotte qui, à ce moment, pour quelques mois, a été la grotte avec le plus grand cristaux du monde, et s'appelle Ojo de la Reina, un géode de à peu près 10 mètres de diamètre. Après, ils ont continué à creuser et sont rentrés dans une grotte démentielle qu'on va voir. Ils ont appelé Cueva de los Cristales Gigantes, on va l'appeler simplement Cristales, comme normalement on l'appelle. Était plein de cristaux de sélénite, a été formé 170 mètres sous l'eau à 55 degrés. Voyez cette photo. On va la rencontrer encore une fois d'ici à peu de temps. La situation du niveau 290 est ceci, c'est-à-dire il y a une galerie de ventilation qui était creusée. Ils ont rencontré l'Ojo de la Reina et ils ont commencé un autre creusement. Ils ont rencontré Cristales, un autre. Et finalement, ils ont réussi à faire la galerie, le conduit de ventilation. En réalité, on verra que ceci et ceci sont partis d'un plus grand système qu'on sait qu'il doit être par ici, mais que c'est encore complètement inexploré. Vous voyez, voici, ici c'est Jules Verne, voyage au centre de la Terre, ceci c'est du 1873, voilà la photo d'avant, étonnante. Mais la grotte est beaucoup mieux de ce que Jules Verne imaginait. Et surtout est beaucoup plus difficile en réalité, parce qu'elle est très chaude. Les premiers explorateurs ont considéré qu'elle était à 60 degrés, parce qu'elle était extrêmement chaude, et l'humidité très élevée, et il fallait sortir depuis 2 ou 3 minutes. Donc, c'était impossible de l'explorer.
ils sont, et ceci, la propriété de la mine a fait une très bonne chose, a fermé complètement la porte et a fermé aussi un autre niveau, plus avant, a fermé aussi la deuxième, l'entrée principale, qui a été ouverte à mine. Il faut dire aussi que c'est incroyable que si vous étiez dans cette grotte et vous avez que choisir une entrée, parce qu'il n'y avait évidemment pas d'entrée, vous choisirez ces places-là où la mine a explosé et a ouvert la grotte, parce que c'était la place où les dames étaient le plus petits. Les dommages étaient le plus petits. Les trois spéléos ont été invités, 3 spéléos, une du Mexique et 2 de Français, Claude et Niki Chabert, disons de Paris, qui ont visité rapidement la grotte, mais là, à ce moment-là, il fallait rester juste peu de minutes. Sûrement était la grotte plus fantastique du monde, mais les difficultés empêchaient de l'explorer. On a commencé à chercher de rentrer dans cette histoire dans le 2002. On est réussi à faire un contrat pour l'exploration et la documentation de cette grotte seulement dans le 2006. On a fait ce projet Tonaica et qui a continué jusqu'au 2010. Il a participé à plusieurs universités du monde. La condition de cristals. Les grottes, normalement, sont assez froides. En réalité, elles sont traversées par l'eau externe, donc sont à la température moyenne de l'eau qui coule dans la roche. C'est-à-dire à peu près, elles sont à la température moyenne du lieu où ils se trouvent. Donc, à Paris, ils seront les grottes ou les caves sont à 12 degrés, à 2000 mètres sur les Alpes à 3 degrés, normalement sont assez froides. En réalité, cristal, c'est formé par eau qui monte, eau de la profondité. Donc, elles sont chaudes. Au ciel, sont à la température des eaux, mais les eaux elles viennent d'en bas. En réalité, quand on dit que la température de la grotte est l'entour de 45 degrés, 44 degrés, tout le monde dit « Ah, c'est pas trop chaud ». Certaines fois, on arrive aussi ici, arrive à 45 degrés, et dans une sauna, on arrive à 100 degrés. Oui, mais vous voyez que les faces ne sont pas très... Les plus hautes températures historiques dans l'air libre sont 58 degrés, près de 60 degrés. Mais en réalité, sont très secs, toujours très secs. Si on fait une grotte très chaude, la grotte normalement a de l'eau dedans. S'il y a de l'eau, l'atmosphère, la micro-atmosphère est saturée par l'humidité. On dit plus correctement à l'équilibre. Donc, normalement, c'est le 100% d'humidité relative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se livrer de chaleur avec l'évaporation. Donc, exactement comme rentrer dans l'eau à cette température. C'est-à-dire que rentrer là-dedans est comme rentrer dans l'eau trop chaude. Vous avez le bain, l'eau est trop chaude, vous rentrez le même. C'est impressionnant. Si l'air est humide, l'évaporation est impossible. Donc, on considère qu'une atmosphère en haut de 33 degrés, 100% d'humidité, le milieu est mortel. On ne peut pas survivre là-dedans. Au-dessus de 43 degrés, c'est la température à laquelle nous considérons que l'eau est trop chaude. On ne peut plus mettre la main dans l'eau.
c'est 43 degrés, parce qu'à 43 degrés, notre cellule meurt. C'est une transition très nette, comme tous nous pouvons expérimenter. L'index humidex, c'est l'index de température perçoise, perçue de l'eau, qu'on sent, la température qu'on sent, et ceci sont les degrés humidex. En haut de 54, on a choc thermique imminente. Et la situation de cristal, c'est à l'entour de 95, c'est-à-dire 2 fois plus chaud du niveau mortel. Et au niveau plus profond, au niveau 590, on a des situations encore pires. Le niveau est à l'entour de 110-112. Les techniques qu'on a adoptées étaient au principe ceci, il fait chaud, donc on lève tout. On pouvait rester 3 minutes, 5 minutes avec un peu de traînement. Et la première fois dans le 2000, j'ai essayé de vêtements lourds, pour glacier en réalité, et ceci m'a permis d'y rester une quinzaine de minutes. À la fin du 2005, on a décidé d'étudier des techniques, et les techniques étaient éviter des systèmes actifs, parce que dans les grottes, les systèmes actifs ne marchent pas. Donc, la situation, les systèmes pour survivre là-dedans étaient passifs. Donc, on utilisait un système de fusion. On pouvait utiliser l'acide hydrique, qui est une substance qui est extrêmement dangereuse, mais c'est magnifique parce qu'elle a une enthalpie de fusion incroyable. Et notre nom de cet acide hydrique, c'est monoxyde d'hydrogène. Et c'est la plus fabuleuse substance qu'il y a dans l'univers. On peut le dire officiellement, tu es d'accord? Et donc elle a une capacité d'absorber la chaleur incroyable. C'est très dangereuse, on l'appelle aussi eau, acide hydrique, eau, autrement dit eau. Et c'est la substance plus fabuleuse de l'univers, on l'a utilisée. Donc on s'est fait une coupe de glace pour nous protéger de chaleur ou pour nous absorber la chaleur, notre chaleur. Exactement comme Dante, il a laissé dans le fond de l'enfer le monde, dans la Ptolémée, le monde était dans la glace. Donc, on appelait cette combinaison Ptoléméa. Ceci, c'est tout de la glace. Ceci, c'est la première. Après, il y avait pas mal de détails, mais disons qu'il y a une absorbing layer, c'est de la glace au milieu, et après des détails sur l'infrarouge, étanche, tout ça, mais ce sont des détails, enfin. Les premières ont permis d'y rester plus d'1 heure là-dedans. En réalité, ça dépend beaucoup de l'activité physique, parce que nous avons une production de chaleur, à peu près chacun de nous maintenant, est à l'entour de 80-100 watts assis. Si on bouge, on va vers 200 watts. Donc on doit avoir un système qui absorbe ce chaleur, le chaleur qui arrive du milieu. La Ptoléméa a une capacité d'absorption alentour de 400 watts. Le refroidissement est très important parce que la chose plus impressionnante dans la grotte est la sensation que les yeux sont brûlés parce qu'elle est trop chaude et c'est une impression très réelle. Donc on a de l'air froid, on respire de l'air froid et les soufflets de l'air froid sur les yeux.
Donc il y a de l'air froid qui est soufflé sur les yeux et sur ici, donc on l'a appelé sinusite. Et ça marchait très bien. Évidemment, il y a une partie active que c'est la pompe, donc une fois sur deux ne marchait pas, mais ceci c'est normal. Le système de refroidissement a permis de rester jusqu'à 80 minutes, normalement était 15. Nous avons un protocole de permanence de 1 heure au maximum. Le temps total par un de nous, que c'est moi, j'ai passé 46 heures pour faire des topos là-dedans, en total. Le système a permis d'explorer des régions comme ça, très loin de l'entrée, en conditions de raisonnable sécurité. Pour le moment, c'est tout. $10:25, hora de salir, 10:25. Ti seguo. Non fare troppi chilometri. Giovanni, mi senti? Giovanni da Beppe, cambio. No. Giovanni! Prendi tu la radio! Bene, usciamo. Pour chercher le passage vers ces territoires inconnus qui les font rêver, Tullio et Giovanni sont allés à la limite des consignes de sécurité. Une chose intéressante, ceci c'est un petit morceau d'un film,
Une chose intéressante, c'est la manière de se bouger là-dedans. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a question sur la pression. Si on se bouge comme ça, quand on retourne debout, on commence à être... il faut sortir. Donc il est tout en mouvement, toujours comme ça, tout doucement. C'est très fatigant de monter sur une table. Dans ces conditions, c'est très fatigant. Donc une exploration de 1 heure, on est arrivé à 1h20, est extrêmement fatigant. Maintenant, on va voir les résultats. De quoi? Du projet Nike. Lequel? Première partie. Celle qu'on a pensée comme première partie du projet. Parce qu'en effet, quand on rencontrait une grotte comme celle-là, on n'avait pas de questions, pas la capacité, les connaissances pour poser des questions à une structure comme ça. Parce que si loin de notre expérience qu'on n'est pas capable de poser correctement des questions scientifiques, mais aussi sur la topographie, il y avait des problèmes. Sur l'idée, du point de vue épistémologique en réalité, on ne savait pas poser les questions. Donc on a fait une première partie qui n'était pas... on n'avait pas l'objectif de faire de grandes explorations, mais d'apprendre à se bouger là-dedans, à commencer à faire les études et tout ça. On a appris et on a terminé la première partie, mais la première partie est aussi devenue pour l'instant aussi la dernière. Et donc j'irai vous montrer les résultats de la première partie. La deuxième, on attend, mais ça fait 4 ans que personne ne rentre dedans. Allons voir, on a vu la situation. Alors, le batholite en bas, le niveau des grottes, la nappe phréatique maintenant. Il faut vous penser que la nappe phréatique a été déprimée, non pas pour la montagne, mais sur une région de dizaines de kilomètres alentour. Hein. C'est toute la région, toute la nappe phréatique de la région qui a été baissée. Donc, il y a une situation là, les Spadas, qu'on a vu, qu'elle était toujours au dehors de l'eau. Autre grotte petite au dehors, pas intéressante, et le niveau de grotte qu'on connaît, que c'est probablement c'est un système unique de grotte très grande. On a fait le projet, il y avait une coordination générale faite par une société mexicaine. Il y avait notre club qui faisait de l'exploration et coordonnait les recherches scientifiques, et une partie mexicaine qui faisait la documentation de la mine, de l'histoire. La topographie de la grotte a pris à peu près 300 heures de travail. On a commencé à essayer avec des instruments très, très bien. Le dernier cri, il ne marchait pas. On est retourné à la ligne, à écrire. Il fallait évidemment chauffer avant le papier, sinon il était mouillé par la condensation. Ceci sont les grottes tout près de Cristales. Ceci est Spadas, une fracture. Ojo de la Reina, vous voyez, c'est une géode unique à peu près. Cueva de las Velas, un autre tout près. Et après, Cristales. Vous voyez, ce n'est pas très grand. Ceci sont 10 mètres. Donc, de l'entrée jusqu'à la région plus loin, on a une 60 mètres. Mais c'est à peu près une 20-25 minutes de mouvement. Mais on a
un temps de vie là-dedans pour sans équipement de 10 minutes, 15 minutes. Donc, on dépend de l'équipement, on dépend de la glace, enfin, de l'acide hydrique. Le développement total, c'est alentour de 200 mètres. Les suites, on sait que la grotte continue par ici. On sait, on le sait. Il y a de l'air qui arrive. Ceux-ci sont le coupe. La profondité maximale est 12 mètres. La profondité de la grotte plus grande du monde, au Caucase, c'est plus de 2000 mètres. Mais ceci, c'est plus lourd, plus belle aussi. Les coupes, la surface est d'environ 1100 mètres carrés et autour de 5000 mètres cubes. Vous voyez, je fais ça, c'est 9. C'est le point de la visée 9, parce qu'on faisait photo de chaque visée en faisant la topographie. Nous avons fait un registre des mégacristaux chacun, on a positionné et mesuré chacun 162 cristaux, positionnés tout à main, exactement pour ça que j'ai passé 46 heures là-dedans, magnifique. Hein? La plupart tout seul, mais a été fantastique y être. Oh, le meilleur heure que j'ai passé, entre les meilleures heures que j'ai passées dans ma vie. La situation faite, disons un jeu, à peu près un jeu en 3D avec AutoCAD. Distribution, on a fait toutes les distributions pour voir s'il y avait convergence de cristaux dans le géode et tout ça. Mais ce n'est pas trop intéressant, disons. Le plus grand cristal, on va le voir, c'est de 11 mètres 40 de longueur et 80 cm et 90 cm, c'est à peu près carré. À la base. Un masse d'environ 11 tonnes. Normalement, un cristaux si grand aurait que tombé. En réalité, vous le voyez, c'est 611 mètres. Il a eu la fortune, la sorte, d'avoir un autre cristaux qui le soutient. Donc, il y a ce cristaux fantastique, vous le voyez, de la base, sont 11 mètres de longueur. On a fait aussi des topos, on a essayé, disons, il y a des problèmes très grands avec tous les instruments là-dedans, et on avait trouvé un laser scanner qui était capable de faire la topo. Je parle 2007, un test, mais on a juste fait un test, d'un point de vue. Le problème plus grand ont été pour faire le film, parce qu'évidemment, on ne peut pas rester trop de temps là-dedans. Vous irez voir que quand il y a tous les cristaux, le voyage dans les cristaux, il n'y a personne là-dedans. Et parce que ce sont toutes des photos, chacun photo sur robot, et il y a une photo par minute. Donc il est impossible d'y rester à se faire le mannequin. On a fait des études de physiologie, surtout pour la sécurité en réalité, plus que sur la recherche. Micrométéorologie a été mon travail surtout. Il y a à peu près 5 ans de mesures, dont 2 ans de mesures avec très haute précision, à millikelvin de précision. Toute mesure de humidité, température, disons qu'il y a un refroidissement constant de la grotte, à peu près de demi-degré par an. Ceci, la droite, la ligne de refroidissement
est cohérente avec le fait que quand l'eau qui remplissait la grotte était 500 degrés. Maintenant, 2008, on était à l'entour de 45 degrés. On peut estimer que maintenant on est sur le 40-41, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus brûlé là-dedans. Donc on a un refroidissement des 1000 degrés par an. On sait que Cristales perd chaleur par deux voies, c'est-à-dire par le contact avec la galerie alentour de la mine. Mais elle perd chaleur par infrarouge par là et par contact direct par ici. Et on peut calculer qu'à l'entour de 200 watts, la perte de chaleur. Mais on sait quel est le refroidissement. Donc on peut calculer la capacité thermique du système Cristales, de ce qui soutient la température de Cristales. La chose intéressante est que la capacité thermique qu'on calcule de cette façon est une 30-50 fois plus grande de ce qu'on voit, des cristaux et de la roche alentour, a une capacité thermique qui, dans ces conditions, aurait déjà refroidi complètement la grotte. C'est-à-dire que Cristales est seulement une petite partie d'un système bien plus grand, qu'on ne connaît pas évidemment. Minéralogie a été très intéressante. On a découvert à peu près 10 minéraux qui n'étaient pas connus dans le milieu des grottes. Et une qui est peut-être soit complètement nouveau. Question à propos des cristals. Pourquoi et comme se sont développés ces grands cristaux, évidemment, quand, c'est-à-dire quel âge ils ont, y a-t-il un rôle biologique là-dedans et quel est le futur des cristaux? Pourquoi? En réalité, il l'a déjà à peu près expliqué. Les cristaux deviennent plus en plus grands autant que la situation soit plus stable possible et la supersaturation soit plus faible possible. Si vous créez une supersaturation très forte, la précipitation est très rapide et il se forme des cristaux petits. Une chose très commune, c'est la différence entre neige artificielle et neige naturelle. Faire de la neige naturelle dans le laboratoire, c'est à peu près impossible, parce qu'elle est formée très lentement dans une remontée des particules d'air qui remontent par kilomètres dans le système qui produit la neige. C'est-à-dire qu'ils sont formés très lentement. Et donc ils cristallisent et forment ces cristaux squelectriques, je crois qu'on l'appelle squelectrique, les cristaux très complexes, je ne sais pas. En italien, c'est squelettrici. Et bien, nous avons là-dedans quelque chose comme ça, une neige de cristaux géante qui s'est formée là. Seulement là, on ne sait pas. Mais c'est là qu'on l'a rencontré. Ceci, on peut dire une chose plus générale sur les grottes. Et on appelle les grottes qu'on rencontre dans des structures industrielles, dans des mines, on l'appelle grottes de mines, parce qu'elles sont rencontrées par les mines. Mais normalement, elles sont formées par un bas. Nous, on peut rentrer par les grottes qui sont formées par un bas, parce que nous avons besoin d'une entrée, évidemment, la palicienne. Donc, les grottes qui sont formées par un bas, on les rencontre par hasard, certaines fois. Et sont sans doute les plus incroyables qu'on connaît. Il n'y a pas seulement Nike,
Il y a plusieurs autres, un en Sardaigne, mais il y a aussi en France. Il y a, disons, plusieurs dizaines de grottes de ce type. Elles sont fabuleuses. Bien, elles sont fabuleuses parce qu'elles sont formées par en bas, sont parties d'une autre planète. Elle était fermée dans des conditions super saturées, mais très peu, et qui sont continuées pour à peu près au moins 300 000 ans. Le mécanisme principal était un déséquilibre entre anhydrite et gypse. L'anhydrite montait avec l'eau chaude, arrivait exactement dans la région de transition de cristal, c'est le niveau de 190. Il y avait une change de minéralogie qui passait, était avantageuse, dépositée du gypse. Ces conditions sont restées comme ça pour au moins 300 000 ans. Les inclusions fluides dans les cristaux ont permis de reconstruire le détail de la température des dépositions et la concentration disons, caractériser l'eau qui déposait. On a eu le système de datation, évidemment, a été l'uranio-thorium, qui a permis une datation alentour de 200-300 000 ans. Notre système a été mesurer la déposition, la vitesse de déposition actuelle dans la mine. Et donc on a fait un instrument pour mesurer avec du gypse de type complètement différent. Et on a fait déposer le gypse de l'eau qui coulait sur le gypse du dispositif. On l'a mis au niveau 590 où il y a encore l'eau qui coule très chaude, l'eau originale. C'est l'enfer parce que c'est 49-50 degrés, 100% d'humidité. Si on touche l'eau, on est brûlé. Ce sont des conditions incroyables. On a eu les dépositions. La déposition, il est resté 3 ans et on a eu la possibilité de mesurer la vitesse de déposition qui était très régulière. Et comme ça, la forme des cristaux, évidemment, ceci c'est du microscope, la forme des cristaux est bien similaire à celle du cristaux géant. Aussi, ceci a donné, la vitesse a donné une âge de cristaux plus grand alentour de 250 000 ans. L'autre question était que là, dans certains cristaux, il y avait des structures. On voyait des structures organiques. Donc, on s'est posé la question si, dans l'eau, à l'intérieur des cristaux, il y avait encore des micro-organismes vivants. Et la réponse était oui. On a dans cristal, on a pris des échantillons d'eau, de gypse avec traces d'eau. Et dans les traces d'eau, une équipe américaine a trouvé de l'ADN qui maintenant est encore, ils cherchent encore de l'évoluer pour l'identifier. Après, elles sont passées 4 ans. Une autre chose qu'on n'expectait pas était la présence de pollen. Au bout de cette descente crépusculaire, ils vont passer dans une 4e dimension. Pour exploiter le minerai, l'homme a diminué le niveau de la nappe phréatique. En évacuant l'eau, les mineurs ont figé dans le temps un processus de 600 000 ans, la cristallisation. Une équipe mexicaine prépare depuis plusieurs jours l'exploration de Marc et Nicolas au centre de la Terre. Au cœur de la montagne,
les hommes ont aménagé un sas. Dans ce cocon de pierre, la température reste supportable. De l'autre côté de la paroi, les cristaux échappent à la contamination de l'activité humaine. Un véritable laboratoire expérimental s'est créé. Des ingénieurs mexicains travaillent à la reconstitution en images 3 dimensions de la salle des cristaux. Pendant un demi-million d'années, une eau riche en minéraux s'est infiltrée dans cette grotte surchauffée par le magma pour façonner cette forêt de gypse. C'est probablement une des rares fois où l'économie est au service de la nature, parce que s'il n'y avait pas eu une telle obsession, on n'aurait jamais mis à jour une des plus belles cavités qui soit au monde. Ils cherchaient s'il y avait du minerai à côté de la faille. Donc l'idée c'est de percer des galeries à côté pour voir s'il y avait quelque chose. Et première galerie qui perce, il tombe sur une grotte. Donc il laisse la grotte en suspens, il cherche deuxième galerie, une autre grotte. Ça veut dire quand même que si on essaye au hasard, on trouve des grottes, il doit y en avoir sans doute encore plein qu'on n'a pas découvertes, quoi. Ce qui n'a pour eux, sur un plan économique, aucune valeur, mais sur un plan esthétique, c'est quelque chose scientifique, d'inestimable. Esthétique, émotionnel, puis on est là, donc voilà, pour nous c'est très important. Ouais. Ce qui est paradoxal et en même temps c'est assez plaisant, c'est de descendre comme ça sous terre avec un astrophysicien qui en général a la tête tournée vers les étoiles, et pourtant c'est pas incompatible, parce que ce que tu m'as expliqué, c'est que dans votre profession, par moment, vous avez intérêt à vous isoler d'un certain nombre de particules. Absolument. En descendant sous terre. Absolument. C'est-à-dire l'astronomie aujourd'hui, c'est pas seulement l'observation par la lumière, il y a des tas d'autres rayonnements, et notamment invisibles à l'œil, mais visibles avec d'autres caméras, et de l'infrarouge, des rayons X, etc. Et notamment une espèce de particule qui s'appelle les neutrinos, qui elle est particulièrement invisible, particulièrement difficile à détecter. Et pour la détecter, on met des grosses chambres, des gros détecteurs dans des cavernes justement, au fond de galeries, sous la montagne. Pourquoi sous la montagne? Parce que la montagne permet de filtrer, sinon on aurait les rayons cosmiques qui viendraient déclencher le détecteur, on ne saurait pas si c'est un neutrino ou autre chose. Donc il en est des neutrinos comme des cristaux, l'essentiel, comme dit l'autre, est invisible à l'œil nu, quoi. L'essentiel est invisible pour le cœur aussi, on disait, oui. Si l'astrophysicien entraîne Nicolas au cœur de cette grotte, c'est que d'après ses recherches mathématiques, la structure de l'univers est comparable à celle d'un cristal géant. Il dort. On peut se reposer. Ça se réchauffe. Ouais, on ne doit pas être loin du sas là. Au seuil de la grotte, Nicolas et Marc se préparent à une plongée sous pression dans un monde absolu. C'est bon. Bon. Là qu'on change. Bonjour Nicolas, Alejandro. C'est ici. C'est là. Gracias. Ok. Alors, en fait, ils ont laissé la grotte à température pour protéger les cristaux. Oui, alors aujourd'hui, c'est Et marqué un taux sur le panneau, d'humidité, et ça veut dire 45 qu'il fait degrés 45 degrés. et 78% d'humidité. Pas mal ces gilets de glace là. Air conditionné. Ah voilà, là on est au frais. Les deux hommes s'équipent comme des cosmonautes. De l'autre côté du sas, c'est une autre planète, fascinante mais dangereuse. L'espérance de vie y est de 30 minutes. Ça. Alors voyons là, une bouffée de fraîcheur. C'est curieux comme sensation. Ah voilà. Sans l'air frais, toi? Non, pas encore. Je te suis. Allez, on y va? Oui. Ok. Sí, muy bien. Muy bien. Ok. Ça. Ça c'est moi ça. Immersion au ralenti dans cette géode que très peu d'humains ont pu contempler. Les deux hommes s'ouvrent un passage dans ce piège de cristal. Voyage en dehors du temps, voyage qui semble les conduire au cœur de la matière ou au fin fond d'une galaxie. Et à l'intérieur du cristal. Sur les écrans de contrôle,
l'équipe mexicaine suit la progression de Marc et Nicolas, qui franchissent un à un les 170 cristaux de ce Mikado géant. Nous sommes sur du gypse, au milieu du gypse. Attends, faut que là, faut que je retrouve mes repères. Il n'y a plus de repères. Oh, on se rend pas compte, mais au début du XXIe siècle, par un concours de circonstances, la nature nous livre quand même un monument. La chambre qui abrite les plus grands cristaux au monde, quoi. C'est fou. On a même, très sincèrement, un peu de mal à imaginer que cette architecture soit une œuvre spontanée de la nature. Hallucinant. Ouf. Ouf. C'est des tubes. Espèce de bulle d'air surchauffée, saturée d'humidité. Invivable. Invivable. Heureusement qu'il y a l'air frais, oui. Bon, mais quel spectacle. Le premier sentiment, c'est qu'on a quand même le sentiment d'être dans un univers de froid, alors qu'on est dans un univers étouffant. C'est Deuxièmement, cristallin. un sentiment très bizarre d'avoir une espèce d'inversion d'échelle. Parce que mets-toi quand même dans la tête des collectionneurs habituels de cristaux qui essaient de trouver, tu sais, dans ces géodes qui se forment parfois dans les coulées de lave basaltique. Voilà. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, parfois il peut y avoir ce type de formation, mais évidemment à toute petite échelle. Et là, on est dans la géode. Dans la géode, oui, oui, oui. Regarde ça là. Et Marc, pour donner quand même une échelle, hein, c'est que il y a certains des cristaux qui sont là qui doivent faire entre 12 et 15 mètres de longueur. Voilà, je crois que le plus gros, c'est quelque chose comme 15 mètres, effectivement. Je sais pas lequel c'est. On n'a pas un mètre avec nous, mais Et là, on de est toute façon, de tous les côtés, c'est tellement impressionnant. magnifique. Magnifique. Pour qu'il y ait cristallisation, il faut vraiment une combinaison de facteurs, hein. Absolument. Enfin, disons que selon l'état de température, de pression, de salinité, les cristaux vont pas se former de la même manière. Et par exemple, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a ces grands cristaux en nombre finalement limité, au lieu d'avoir des tas de petits cristaux partout. Et ça, c'est une indication très précieuse sur le processus de formation. Ça veut dire que pendant très longtemps, sans doute plusieurs centaines de milliers d'années, les conditions sont restées très stables et à une température, une salinité très précise. Petit à petit quand même, ça se tasse un peu parce que avant tout ça étant noyé, évidemment l'eau supportait. Ça s'est formé quasiment sans gravité, avec pression d'Archimède qui compensait le poids des cristaux. Mais juste savoir que si on remplit la grotte d'eau à nouveau, c'est-à-dire plutôt si on arrête de pomper, ce qui va se passer quand l'exploitation de la mine cessera, donc on va retrouver les conditions qu'il y avait avant l'ouverture de la mine et sans doute la cristallisation va recommencer. Et puis alors le paradoxe suprême ici, c'est visiblement une espèce de désordre absolu. Et en réalité, derrière le désordre, il y a quand même une organisation et un ordre magnifique, parce que la cristallisation en soi, c'est quelque chose de très élaboré pour la C'est un nature. ordonnancement, justement. C'est la manifestation visuelle d'une symétrie qui est présente partout dans la nature, mais qui le plus souvent est cachée. C'est-à-dire, dans toutes nos molécules, partout, il y a des symétries. Les lois qui gouvernent tout ça sont des lois symétriques. Il y a des grands principes de symétrie qu'on utilise pour fonder la physique. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que depuis la relativité et la cosmologie qui repose sur la relativité, on se dit que l'espace lui-même, l'espace-temps, c'est-à-dire le cosmos, si tu veux, il obéit aussi à des symétries. Avec quelques autres chercheurs, vous développez une hypothèse d'un modèle de l'univers qui serait lui-même un cristal Dodécaédrique, oui, c'est ça. On s'est amusé un peu à développer un modèle où
l'univers aurait les symétries d'un cristal. Donc finalement, on peut presque dire l'univers serait une sorte de cristal géant. Nous sommes à l'intérieur du dodécaèdre. En fait, l'espace serait ce dodécaèdre, mais avec la propriété que quand on sort d'un côté, par une face, on rentre aussitôt par une autre. Et un rayon lumineux, il fait pareil. C'est-à-dire que le rayon lumineux, il sort, il re-rentre, il sort, il re-rentre. Il peut faire un tour, 2 tours, 3 tours. Ce qui fait que quand on a une galaxie, par exemple, au lieu d'en voir une image, on voit autant d'images que le rayon lumineux peut faire de tours. Et donc, quand on regarde l'univers autour de nous, on voit des tas d'images de galaxies, des dizaines, des centaines de milliards. Si cette hypothèse était vraie, peut-être qu'à ce moment-là, ça ne serait pas 100 milliards de galaxies, mais peut-être 1 million de galaxies et tout le reste des images fantômes par ce processus de jeu de miroir. Faut qu'on quitte la cavité parce que c'est l'heure à laquelle ils reprennent les explosions dans la mine. Et il y a toujours un danger de se prendre un morceau de glace. Ok. Les deux cosmonautes s'empressent de quitter cet univers suffocant. Nicolas et Marc doivent rompre le charme. Le cristal fascine, mais c'est aussi un piège mortel. C'est incroyable parce que horizontalement on a fait une très courte distance, oui, mais dans notre tête on a fait un voyage gigantesque. Voilà, oui, on a voyagé, c'est clair, pas en kilomètres, ni même en mètres, enfin quelques mètres, mais là, Ah oui, ça mène loin. la puissance du dépaysement, on ne sait pas très bien si on n'arrive pas d'une autre planète. Là. Il y a quelque chose, Moi je le vois comme ça. nos repères, Un peu cosmonaute. c'est d'une beauté étouffante. Hein